Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, merci. Alors ce matin, on reçoit monsieur Onanga Yobege Ali Akbar. Il est enseignant à l'UOB et ancien ministre. Il est docteur en droit et ce matin, tu le reçois. Oui, ce matin, nous recevons monsieur Ali Akbar Onanga Yobege qui est, comme tu l'as si bien dit, est enseignant à l'université Omar Bongo au département de droit et qui ce matin va discuter avec nous des tenants et des aboutissants en rapport avec la sortie qu'il y a eu le 8 janvier 2025 dans un hôtel de la place de l'initiative pour les élections post-transition pacifique, démocratique, inclusive, libre et transparente au Gabon, qui est, on va dire, une plateforme qui a réuni l'ancien vice-président Pierre-Claver Manga Moussavou, l'ancien candidat à l'élection présidentielle 2023, professeur Albert Ondossa, et l'ancien premier ministre Alain Claude Lémidier, dont d'ailleurs M. Ali Akbar Onanga Yobege était le porte-parole en ce qui concerne la conférence de presse. D'accord. Merci avec toi, Mosley. Ce matin, sur les 104.5, monsieur Onanga, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en droit, vous avez été diplomate aussi. Oui. Voilà, vous avez été secrétaire général du gouvernement aussi. Absolument. Vous avez été membre du Parti démocratique gabonais. Je suis. Vous êtes toujours membre du Parti démocratique gabonais. Absolument. À un moment dans le parti, vous avez créé une association qui a suscité des réactions au niveau des hautes instances de votre parti politique. Parler du mot Gabon. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes engagé pleinement dans la démocratie, dans la valorisation de la démocratie de notre pays. Absolument. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Écoutez, je vous remercie déjà pour l'invitation que vous me faites ce matin. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vous souhaiter mes meilleurs voeux de bonnes et heureuses années pour vous et toutes vos familles. Merci. Vous savez, l'ambition d'un individu, de quelqu'un comme moi, de s'impliquer en politique, c'est toujours le souci, comme je l'ai toujours dit, de servir et d'être une solution pour son pays lorsque on a un minimum de connaissances qui peuvent servir à un moment donné. Autrement dit, la vocation qui est la mienne, c'est celle du don de soi, d'être au service. Et je l'ai toujours été, je l'ai été par le passé. Il y a quelque temps, j'ai été silencieux, pour des raisons que certains connaissent, peut-être qu'on reviendra. Et ces derniers temps, j'ai décidé de reprendre la parole pour une raison simple, un constat. Je pense que le 30 août, je l'ai déjà dit, il s'est passé un événement grave dans notre pays, suffisamment grave pour l'avenir de toute la nation. Lorsque cet événement est arrivé, le juriste que je suis et les principes qui m'animent, je n'ai pas applaudi comme je l'ai dit, parce que ça restait un coup d'État, c'est-à-dire l'un des crimes les plus répréhensibles dans un pays, dans un État de droit. Mais le contexte du Gabon a fait que je me suis dit, chiche, voilà une occasion pour le Gabon de se rebâtir, de se rebâtir un avenir démocratique, puisqu'il est évident que je ne fais pas la sourde oreille. La situation précédente, déjà depuis plusieurs années, parce que là aussi, je dois quand même faire un rapide rappel que la situation du Gabon n'est pas née en 2009. Enfin, les difficultés du Gabon ne sont pas nées en 2009, du moins à l'arrivée au pouvoir du président Ali Bongo Ondimba, puisque le monde entier le sait, juste avant son décès en 2009, Omar Bongo a fait un constat alarmant de la situation de notre pays. Ce n'était donc pas le régime Ali Bongo. Ça veut dire que la situation du pays, depuis quelques années, était déjà une situation délicate. Et donc, le 30 août, avec les promesses faites par les militaires et l'adhésion populaire de leur action, je me suis dit, chiche, voilà donc l'occasion de repartir sur de nouvelles bases
afin de créer les conditions d'une gouvernance démocratique pour le Gabon, afin que le développement soit désormais, la démocratie, l'état de droit et le développement soient désormais au cœur de l'action politique au Gabon. Or, et ceci renforcé par les promesses des militaires, lesquelles promesses, je rappelle, sont contenues dans le nom évocateur du comité pour la transition et la restauration des institutions. C'est une promesse forte qui est contenue dans ce nom. Et notamment, ils ont indiqué eux-mêmes un certain nombre, ils ont pris un certain nombre d'engagements, la démocratie, les élections transparentes, la conduite de la transition de manière inclusive et, bien entendu, l'organisation d'élections libres et la remise du pouvoir aux civils à la fin de la transition. Malheureusement, force est de constater que chaque jour qui passe, l'attitude, ou les actes, même pas l'attitude, les actes posés par les militaires et tous ceux qui sont autour d'eux, nous éloignent considérablement de ces promesses, laissant présager des lendemains ombrageux pour notre pays. Toutes les promesses faites et les engagements pris, et notamment le constat de la situation qui a été fait, de la situation précédente, il y a aujourd'hui comme une reproduction à une échelle beaucoup plus grande des dérives du régime qui a été contesté, lesquelles dérives ont justifié le coup d'État. À ce moment-là, des personnes comme moi, en tout cas moi, je me suis dit, fort de la petite expérience humaine et professionnelle que j'ai pu avoir, des connaissances qui sont les miennes, lorsque j'observe le processus, notamment le processus électoral tel qu'il s'engage dans notre pays, je sais qu'il est voué à l'échec. Et je sais qu'il va reproduire les erreurs du passé de manière beaucoup plus dramatique. Est-ce que c'est cette situation qui vous a conduit à lancer l'initiative que vous avez eu à mettre en place avec les autres figures marquantes de l'histoire politique de notre pays que j'ai cité précédemment et qui, 16 mois après, laisse les Gabonais tout pantois parce que beaucoup se demandent pourquoi cette rencontre, pourquoi vous, et à ce moment-là. Justement, si vous m'aviez laissé terminer, je devais forcément arriver à ce constat que nous avons donc tous fait, les personnalités que vous avez citées, le vice-président Wagan Moussavou, l'ancien candidat professeur Albert Ondossa, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibizé et moi-même, avons fait le constat que la situation devenait alarmante. Les engagements des militaires étaient dévoyés et qu'il était opportun, nécessaire aujourd'hui, que des Gabonais outillés se lèvent pour avertir et pour appeler à une mobilisation pour que tous les Gabonais se lèvent et agissent afin que la direction puisse être changée. Parce que c'est dans laquelle nous nous orientons, elle n'est pas bonne du tout. Par expérience, nous savons que lorsqu'un processus électoral devient exclusif, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur Onanga, lorsqu'on essaie de vous écouter, vous parlez de manquements, de dérives observées dans la gestion de la transition. Est-ce que vous pouvez être précis dans ce qui vous a réellement amené à vous allier à d'autres pour vous sortir du bois, si je peux dire ça ici? Notamment au cours de cette conférence de presse à laquelle vous avez fait allusion, nous avons eu égard au constat fait. Nous avons prononcé en réalité 4 exigences plus un appel. Ces exigences sont fondées sur le constat de la situation. D'abord, nous avons dit que les militaires devraient retourner dans leur caserne. Pourquoi? Parce qu'il vous souviendra que lors de son discours d'investiture, le président de la transition lui-même avait indiqué qu'à la fin du processus, le pouvoir s'est rendu aux civils. Mais sachez qu'il ne le dit pas parce que c'était une volonté forcément de sa part. C'est que, aussi bien au niveau international qu'au niveau national, l'ordonnancement juridique ne permet pas
aux militaires d'exercer le pouvoir politique. Ce n'est pas une affaire de Baganga Moussavu, de Ondosa, de Bilibizé ou d'Onanga Yobege. Non. Et si le militaire troquait son treillis à la veste, est-ce que ça ne passe pas? Mais le processus n'est pas encore terminé. Oui, mais j'arrive, je vais vous expliquer. D'abord, sur le plan national, le statut des militaires, il est très clair. Je ne vais pas vous faire de juridisme. Tout à fait. Mais le statut formule une interdiction claire pour tout militaire de participer à des activités politiques, d'une part, et de pouvoir être élu, de se présenter à une élection présidentielle. Au Gabon ou sur le plan international? Je dis d'abord sur le plan national. J'arrive au plan international après. D'accord. Sur le plan national. Donc, vous avez ce statut des militaires. Les articles de référence, c'est 34, 43, 73, 74, 75, pour ceux qui veulent aller regarder de quoi je parle. Donc, ce statut, il est clair. Or, que vous dit la Constitution? En fait, ces articles du statut, ils limitent les droits politiques des militaires. Voilà, c'est une limitation des droits politiques des militaires. Autrement dit, les militaires ne jouissent pas de tous leurs droits politiques. Or, vous avez la Constitution, norme supérieure, qui vous dit, notamment pour le cas de l'élection présidentielle, que pour être candidat, la personne qui veut être candidat doit jouir de tous ses droits civils et politiques. Ça, c'est la Constitution. On n'est plus dans le statut particulier. Et cette Constitution, donc, renvoyant à la justesse entière des droits politiques, ne permet pas à celui qui a ses droits limités de se présenter, notamment le militaire. Or, la Constitution, c'est la norme supérieure. Donc là, au niveau interne, voilà la situation. Maintenant, vous m'avez dit, si le militaire troque sa tenue, oui, si le militaire troque, éventuellement. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans un temps de transition. Nous ne sommes pas dans une situation normale. En temps normal, le militaire pourrait troquer sa tenue et se présenter à l'élection présidentielle. À ce moment-là, les dispositions du statut particulier sont claires. Il doit démissionner. S'il ne démissionne pas, il est radié des effectifs de l'armée. On reviendra après peut-être sur le processus électoral, vous comprendrez ce qui se passe. Ça, c'est au plan interne. Au plan international, et je pense, de mon point de vue, que c'est là que réside la difficulté majeure, qui sera incontournable pour quiconque, aujourd'hui, dans le CTRI, se hasarderait à présenter une candidature avec ou sans la tenue. C'est notamment l'article 25, alinéa 4 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, la bonne gouvernance. Cet article dit clairement que les personnes qui ont fait un coup d'État, les militaires, ne peuvent pas être candidats aux élections de sortie de la transition. Je dis bien que cette charte dit que les militaires ne peuvent pas. Ça veut dire que les militaires ayant fait le coup d'État, ayant assumé des responsabilités au sein d'un exécutif, au sortir de là, ils doivent organiser les élections, mais pas participer aux élections. Ils doivent être arbitres. J'arrive. Et pour ceux qui suivent l'actualité, sachez que le coup d'État du Gabon a eu lieu le 30 août. Or, le 17 juillet, le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, au cours d'une interview à Jeune Afrique, qu'est-ce qu'il dit? Il s'agissait de la situation du Mali, du Burkina, de la Guinée et du Niger. Il a répondu très clairement lorsqu'on lui a posé la question. Il a dit qu'il n'est pas question que les militaires ayant assuré la transition soient candidats aux élections qui s'organisent pour sortir de la transition. On est le 17 juillet. Et évidemment, on me dira qu'il s'agissait de la situation de la CEDEAO, mais il a dans cette réponse, il a dit que cette règle avait une portée générale pour l'Union africaine. Voilà, mot pour mot, ce qu'il a dit, M. Moussa Faki. On ne peut donc pas le soupçonner d'avoir une position par rapport au Gabon, puisque le Gabon n'a pas encore fait de coup d'État. Et cette position, croyez-moi, ne peut pas être à géométrie variable. Donc,
Voyez-vous, au niveau international, la situation elle est la même. Et cette charte africaine, j'avais entendu certains dire que oui, le Gabon ne l'a pas ratifiée. D'abord, même si le Gabon n'avait pas ratifié cette charte, l'Union africaine n'est pas sans ressources pour empêcher, parce qu'il faut comprendre la problématique globale au niveau de l'Union africaine. C'est de faire en sorte que les coups d'État ne reviennent pas perturber le développement de l'Afrique. C'est ce qui a amené l'Union africaine à prendre cette disposition. Donc même lorsqu'un État n'aurait pas ratifié, l'Union africaine n'est pas sans ressources. Mais dans le cas du Gabon, la question n'est même pas là. C'est qu'il y a la Convention de Vienne. La Convention de Vienne relative au traité. Et que le Gabon a bel et bien signé et ratifié. Et cette convention dit, dans son article 18, que les signataires de cette convention doivent s'abstenir de poser des actes qui vident les conventions qu'ils vont signer de leur objet, même avant la ratification. Autrement dit, l'objet de la charte sur la démocratie, la bonne gouvernance et les élections, c'est d'empêcher notamment la propension des coups d'État en Afrique. Cela suffit-il, M. Ali Akbar Onanga, pour demander le retour des militaires dans les casernes? Nous ne demandons pas, attention, quand je dis nous ne demandons pas, ça veut dire nous rappelons simplement aux militaires le respect et de leurs engagements et du cadre juridique national et international. Nous faisons les Cassandres de la situation. Ce n'est pas nous qui créons cette situation. Nous n'avons pas dit on se lève et puis, admettons par exemple, les militaires pouvaient se présenter et on leur dit non, ne vous présentez pas. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous nous rappelons aux militaires qu'en l'état actuel, ils ne peuvent pas être candidats à une élection présidentielle ou législative à l'issue de cette période de transition. Ultérieurement, si un militaire veut être candidat à l'élection présidentielle, après la transition, eh bien son statut lui donne la démarche à suivre. Voilà tout ce que nous disons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les militaires, il ne faut pas qu'ils pensent que moi, Ali Akbar Onanga Obege, je suis en train de leur dire qu'ils ne peuvent pas faire la politique ni se présenter à une élection de manière si, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ah non, pas du De tout. leur rappeler, c'est ce que vous êtes en train de faire. Non, je leur rappelle pour le contexte de la transition. Soyons bien clairs. Oui, mais on est en transition, donc on est dans une juridiction d'exception. Oui, mais justement, cette juridiction d'exception permet de comprendre que le militaire ne peut pas être juge et partie. Les militaires qui font les coups d'État, ils doivent simplement assurer le respect des règles du jeu, se mettre en arbitre, laisser les politiques compétir. Et si un militaire, à l'issue de la transition, veut rentrer dans le jeu politique, libre à lui. Mais pour le moment où ils assurent l'arbitrage du processus, ils sont disqualifiés juridiquement pour prendre part à la compétition. Sauf à manipuler le cadre juridique, mais uniquement national. Mais il y aura le cadre juridique international qu'ils ne peuvent pas manipuler. Et c'est là qu'arrive l'avertissement que nous donnons. C'est-à-dire que nous subirons à ce moment-là les conséquences d'une violation de ce cadre international par une série de sanctions. Et je ne le souhaite pas. Est-ce que c'est un précédent pour le Gabon? Monsieur Nanga, les populations gabonaises ont vécu aussi les comportements des politiques qui étaient incapables d'offrir un meilleur cadre de vie et de la dignité aux populations. Voilà pourquoi on en est arrivé là. Pendant ce temps, vous n'avez pas pris la parole pour défendre le peuple, pour dire que là où nous sommes, la façon dont nous dirigeons le pays, la façon dont le gouvernement se comporte, va nous emmener droit vers le mur. Alors, je comprends parfaitement cette observation. Il n'est pas juste pour moi de dire que je ne l'ai pas dit. Alors, j'explique. Peut-être ne l'ai-je pas dit suffisamment haut et à l'extérieur, mais je l'ai quand même dit en interne et même à l'extérieur dans une moindre mesure. En interne, c'est-à-dire au sein du PDG ou au sein de l'appareil de gestion de l'État? Au sein de l'appareil décisionnaire de l'État. Pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer, vous allez sûrement comprendre, pourquoi ai-je été exclu du gouvernement? Ce n'était pas une question de PDG. C'était une question d'un désaccord politique au moment où le président Ali Bongo Ondimba était tombé malade sur la façon dont le pays allait être dirigé. Donc vous voyez, il s'agit bien d'une question nationale. J'ai été en désaccord sur la conduite du pays à ce moment-là. Et je l'ai donc exprimé ouvertement. Et ceux qui avaient pris le dessus à ce moment-là
n'étant pas d'accord avec moi, ils ont décidé d'exclure une voix discordante. Voilà la réalité de mon exclusion du gouvernement. Et au niveau du parti, vous le savez, lorsque, justement, toujours dans ces cas-là, des personnes ont voulu violer les textes du parti, je l'ai exprimé ouvertement pour dire qu'il n'en était pas question. Donc, j'ai quand même souvent exprimé, j'en conviens avec vous, et je vous le concède, pas toujours ouvertement, mais j'ai exprimé, et toutes les personnes qui sont dans les arcanes du pouvoir savent que j'ai exprimé mes désaccords. Et justement, pour cette raison, les gens n'ont vu que la conséquence, mais je leur explique aujourd'hui que cette sortie du gouvernement était le résultat de ces désaccords avec ceux dans l'appareil étatique qui voulaient continuer, qui voulaient précipiter le pays. Et je crois qu'à la fin... Est-ce que c'était pour l'intérêt des populations ou bien c'était pour votre propre intérêt? Ah ben non, puisque j'étais dans le système. Quel était mon intérêt à ce moment? J'aurais pu faire comme tout le monde, continuer à rouler des mécaniques, à gérer le pays comme dans la direction où ils voulaient l'amener. J'aurais été d'accord avec eux que ça ne m'aurait pas posé de problème, je serais revenu. Et même des fois, je pense que quelques concessions, on m'a demandé quelques concessions pour revenir. Je n'ai jamais cédé. Je suis resté sur cette position. Donc vous étiez une voix discordante dans l'intérêt du peuple parce que vous voyez la direction du pays. C'est aujourd'hui ce même peuple qui soutient et qui donne du crédit aux militaires. Alors, attention quand on parle de peuple, parce que nous n'avons pas de baromètre, nous n'avons pas de système de sondage. Et le même peuple qui soutient les militaires, ce que je ne conteste pas, il y a également un peuple qui ne soutient pas la preuve. Je suis le peuple aussi. Voilà. Donc, quand on est dans cette situation, il faut revenir aux fondamentaux. C'est quoi le Gabon? Le Gabon était un état de droit. Un état de droit suppose que tout le monde se met sous la contrainte des règles du droit existantes. Et dans l'état de droit, on ne crée pas des règles circonstancielles pour soi. La prévisibilité veut que les règles qui s'appliquent doivent être connues longtemps à l'avance. Et le processus d'élaboration de ces règles, il doit être inclusif. Notamment dans le cas d'une transition, il faut savoir que les militaires, ils n'ont pas de légitimité. La seule légitimité qu'ils ont, c'est de créer les conditions pour que les populations, en tout cas les acteurs, puissent participer pour mettre en place les règles inclusives, les règles du jeu. Et donc, si les militaires excluent toutes les voix discordantes pour mettre les règles du jeu de manière unilatérale... Monsieur Onanga, vous n'allez pas dire que les militaires excluent dans la mesure où on voit bien les rencontres qui sont faites même avec des voix discordantes comme celle que représente l'inclusivité ou beaucoup d'autres qui se sont manifestés pour, par exemple, le Nord lorsqu'il s'est agi du référendum. On a vu comment ils ont été reçus par le président de la transition. Donc on ne peut pas dire qu'il y a quand même une exclusion. Mais lorsque vous parlez de voix discordantes comme Alain Claude-Bilibizé, oui, mais on est ensemble, on est dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que les voix discordantes doivent être entendues et ensuite respectées pour ce qu'elles sont. Et les autorités qui assurent l'arbitrage doivent tenir compte de toutes ces voix pour décider des règles du jeu. Il ne s'agit pas de recevoir la voix discordante. Il s'agit de prendre en compte ce qu'elle dit et ce que disent d'autres et de trouver le compromis de tout ça pour avancer. Voilà, écouter ne suffit pas. Alors, dans la seconde... oui. Vous avez insisté sur l'importance d'un dialogue politique inclusif. Qui devraient être les principaux acteurs impliqués dans ce dialogue? Alors, le dialogue, c'est ce que je viens de vous dire. Le contexte dans lequel nous sommes voudrait que toutes les parties prenantes soient appelées pour la définition des règles du jeu. Notamment, les règles du jeu politique, ce sont les acteurs politiques. Évidemment, on peut associer la société civile qui s'occupe par exemple des questions électorales. Toutes ces personnes doivent être appelées, les autorités militaires doivent appeler toutes ces personnes, que tout le monde ensemble arrête, par exemple, le processus de rédaction du code électoral. Vous savez que le code électoral, c'est les règles du jeu politique, électoral dans un pays. Mais pensez-vous qu'un seul CTRI a la légitimité pour définir les règles du jeu aujourd'hui, surtout lorsqu'on entend qu'un membre du CTRI veut être candidat? C'est une définition unilatérale. Donc les règles du jeu sont biaisées. Mais il y a quand même eu une démarche qui a été mise en place par Ensemble pour le Gabon, qui a fait des propositions, aussi bien déposées auprès du ministre des Relations avec les institutions, Madame Muriel Mikwe, qu'auprès du président de la transition lorsqu'Alain Claude-Bilibizé et son groupe ont été reçus. Est-ce que vous ne vous sentez pas concerné par cette démarche? Quelle est la garantie pour vous que ces propositions ont été entendues ou débattues?
Est-ce que vous n'avez pas aussi des Vous retours doutez de la capacité de ces personnes à faire des... ou des députés, puisqu'il y a aujourd'hui une session extraordinaire de l'Assemblée. Je ne doute ni de la capacité des uns et des autres, je vous dis seulement le processus. Le processus voudrait que lorsqu'on vous fait des propositions, vous appelez les gens qui ont fait ces propositions, vous asseyez sur une table et vous discutez pour que ces personnes sachent expliquer leurs propositions, vous expliquez votre vision et ensemble vous trouvez des points d'accord pour avancer. C'est comme ça que ça se passe. Il ne s'agit pas de prendre des propositions et de les mettre dans des tiroirs. Et vous me parlez du débat à l'Assemblée. Je respecte bien l'Assemblée, j'ai été parlementaire, mais en l'occurrence cette Assemblée, c'est une assemblée mise en place par le CTRI. Vous savez que l'assemblée, c'est le représentant du peuple. Une assemblée, c'est le représentant, un parlement. C'est le représentant du peuple. C'est-à-dire que la souveraineté dans un État démocratique, elle appartient au peuple. Et par le jeu, un système juridique, cette souveraineté est transmise aux représentants du peuple qui sont fait élire. Donc le peuple leur donne mandat de parler en leur nom et de prendre des décisions en leur nom. Voilà la démocratie, comment elle fonctionne. Ce Parlement est-il désigné par le peuple? Non, il est désigné par le CTRI. Ce gouvernement est-il issu d'un dispositif qui a permis au peuple de se prononcer? Non. Ce gouvernement, il est nommé par le CTRI. La commission qui a rédigé le code procède-t-elle du peuple? Non. Elle procède du CTRI. Donc, nous sommes en situation exceptionnelle, oui, monsieur Ali Agba Onanga. Laissez-moi aller au bout. Ça veut dire que toutes les personnes qui se prononcent aujourd'hui sur les règles du jeu se prononcent de manière unilatérale du seul CTRI. On aurait à la limite pu admettre que cela fut le cas si le CTRI est bon joueur, c'est-à-dire il demeure arbitre. Mais nous avons des échos. Monsieur Nanga, il devait arbitrer qui et qui? L'opposition et le PDG. Non, il devait étant donné qu'il n'y a plus d'opposition ni de majorité. Non, arbitre. Le PDG qui n'a jamais écouté les paroles, le son des populations mais pendant le PDG plus de qui est 56 déjà ans. en faveur du CTRI. Attention, j'arrive. Arbitrer le processus, c'est-à-dire, lorsqu'on fait le coup d'État, on est arbitre. Ceux qui ont vocation à se mettre sur le terrain politique, c'est pour eux que les règles sont mises en place. C'est-à-dire les citoyens qui veulent participer à la compétition politique. L'exclusion, ce sont les militaires. En tout cas, tous ceux qui sont dans des statuts particuliers, ils sont exclus du jeu. Et en l'occurrence, les militaires ayant fait le coup d'État, étant exclus déjà par leur statut, devaient se mettre au-dessus de la mêlée et organiser les règles du jeu pour les citoyens qui veulent compétir dans la compétition politique. Voilà ce que j'appelle être arbitre. Non, monsieur Nanga, les militaires savent que dans le jeu, il y a des gens qui biaisent les pions. Oui. Ils savent ça. Oui, mais les règles en du jeu... l'occurrence, ceux qui sont ici du parti politique, du parti démocratique gabonais. Oui, mais alors, si c'était le cas, très honnêtement, il n'y aurait pas de PDGistes au sein de l'appareil étatique CTRI. Donc, il faut savoir, on ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps. Je suis d'accord, et ça, personne n'est dupe, que le PDG n'a pas toujours bien fait les choses. C'est incontestable. Je n'ai pas besoin ici de faire la fine bouche par rapport à ça. Mais il faut comprendre, nous sommes dans quelle situation? Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des erreurs par le passé que l'on doit prendre ces erreurs comme prétexte pour ne pas changer pour l'avenir. Ce n'est pas parce que hier, le PDG a commis des erreurs dans la gestion de notre pays que ces erreurs doivent servir de prétexte à ceux qui sont là aujourd'hui pour faire pire. Mais non, c'est un raisonnement qui ne tient pas. La légitimité morale du coup d'État, c'est justement cet espoir donné au peuple gabonais que hier, ce qui s'est passé n'était pas bon et que nous sommes arrivés pour mettre en place des règles du jeu équitables afin que le peuple gabonais puisse s'y retrouver. On ne peut pas, sinon ce serait faire du haut de toi que je m'y mette et ça ne fera pas avancer notre pays. C'est pourquoi je vous disais que j'ai quand même dit chiche. Chiche, c'est-à-dire allons-y à la refondation de notre pays. Donc ne nous servons plus des arguments du passé pour que ces arguments gouvernent le futur, sauf pour en tirer des leçons, pas pour reproduire à l'identique ou faire pire. Voilà, sauf si vous me dites que le CTRI, comme le PDG hier a fait de la manière qui n'a pas été approuvée par les populations, il devra faire pire encore que cela. Je ne crois pas que ce soit... Monsieur Ali Agba Onanga, rapidement, dans vos exigences, vous parlez du retour à la Constitution de 1991, modifiée par la loi référendaire de 1995, la refonte immédiate et intégrale du cadre
électorale, la communication immédiate et transparente du chronogramme détaillé de la transition. On a comme l'impression que vous voulez peut-être reprendre les bases de la transition dans la mesure où la Constitution de 1991 est sur laquelle s'appuie quand même le CTRI pour l'ordonnancement juridique à côté de ce qu'on a appelé il y a un terme pour désigner le canevas dans lequel se situe la transition. Ensuite, il y a que quand on parle de la communication immédiate et transparente du chronogramme détaillé de la transition, cela avait déjà été fait. Que vous reprochez-vous à la mise en œuvre de la Constitution de 1991 et au chronogramme qui est connu aujourd'hui? Alors, vous voyez, on est aujourd'hui, le Gabon est gouverné par quel texte majeur aujourd'hui? Vous pouvez me donner, évidemment, je ne vous pose pas la question. Aujourd'hui au Gabon, nous avons la Constitution de 2024, la Constitution de 91 modifiée par le référendum de 95 et la Charte. Est-ce que vous trouvez que c'est normal pour un pays démocratique? C'est risible. Mais la Constitution de 2024, il n'y a que quelques mesures qui sont d'application immédiate. Les autres, ce sera après l'élection présidentielle. Mais c'est là que réside le problème, monsieur. C'est ça qui est risible. La Constitution représente ce qu'est la Bible pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans, la Torah pour les juifs. C'est quelque chose de sacré dans un pays. On ne manipule pas une constitution de cette manière. On ne manipule pas et on ne peut pas avoir plusieurs textes. Une constitution de 2024 avec exécution différée, une de 91 qui s'applique partiellement et une charte. Non, ce n'est pas sérieux. Et tout ça, c'est simplement parce que le CTRI veut s'octroyer des possibilités de marge de manœuvre discrétionnaire pour pouvoir installer l'un des leurs à la tête du pays. Vous voyez, c'est-à-dire que la manœuvre n'est pas facile. Si elle était facile, ils prendraient uniquement une constitution et le reste serait terminé. Mais comme la manœuvre n'est pas facile, même à leur niveau, ils sont obligés d'user de ces arguties, de ces difficultés techniques, de différer. Mais vous savez, en droit, il y a un principe fondamental. C'est l'application immédiate de la loi nouvelle. C'est ça le principe en droit. Autrement dit, cette constitution devait s'appliquer immédiatement. Donc vous voulez dire que là, en 2024, lorsqu'il y a eu le vote au référendum, dès sa validation par la Cour constitutionnelle, on aurait dû l'appliquer automatiquement. Ce n'est pas moi qui le dis, monsieur, c'est le principe que je viens de vous rappeler. L'application immédiate. Là, on ne peut différer l'application d'une loi nouvelle que pour des raisons particulières. Est-ce que la transition n'est pas une raison particulière? Non, mais la transition n'a pas différé la Constitution puisqu'elle l'a fait adopter. Les initiateurs du texte ont différé la Constitution pour prendre une partie applicable avant l'élection présidentielle, s'agissant uniquement des dispositions de cette élection, et tout le reste de la Constitution après cette élection. Alors, je vous pose une question. Puisque vous m'avez dit que le chronogramme est connu. C'est quand la présidentielle au Gabon? Ils n'ont pas donné la... Voilà, monsieur. Mais on sait que la transition, c'est quand... Est-ce que vous trouvez que c'est tient sérieux? sur 2 ans. Mais non, mais est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? La transition tient sur 2 ans. La présidentielle au Gabon sera le moment déterminant pour notre pays. Pensez-vous que c'est sérieux au moment où on parle? Vous me dites qu'ils ont donné un chronogramme. Et pas vous, évidemment, quand j'interroge, c'est pas vous, vous êtes journaliste, votre métier. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'au moment où je parle, aucun acteur politique ne connaît le jour où va se tenir l'élection présidentielle? Monsieur Ali Agba Onanga, lorsque vous étiez sous les régimes précédents, on ne communiquait pas la date de l'élection 1 an ou 3 ans avant. On le faisait à quelques mois. Monsieur, la rente mémorielle ne marche plus. On est à 16 mois. Et c'est ce que je vais vous dire. Ce n'est pas parce que hier c'était mal fait que vous êtes obligé de mal faire aujourd'hui. Parce que la raison justement pour laquelle il y a eu le coup d'État, je m'évertue à vous le dire, c'est parce que c'était mal fait. Et c'était un constat général. Mais vous ne pouvez pas venir dire que c'était mal fait et vouloir faire pareil ou pire. C'est ça que je vous dis. Hier, c'était mal fait, c'est admis. Donc, ne revenons pas sur le PDG, ça ne marche plus. Ça fait 16 mois. Si vous êtes incapable, si le pouvoir en place est incapable d'offrir un meilleur cadre aux Gabonais, eh qu'il s'en aille simplement. Voilà, parce qu'après 16 mois, on doit déjà avoir quand même un bilan. Donc, laissons le PDG. Le PDG n'est plus au pouvoir, ça fait 16 mois. Et je vous dis qu'il est impensable, incontestable et inadmissible, surtout dans un contexte de transition, qu'au moment où on parle, les acteurs politiques ne soient pas au courant de la date de la tenue des élections majeures pour déterminer l'avenir de notre pays. C'est juste ce que nous disons. C'est un constat. Et si vous pensez qu'il y a un chronogramme, chiche, alors donnez-moi les dates. Il n'y en a pas.
Le chronogramme essentiel, c'est cela. Il s'agit de déterminer les dates des événements et la façon dont ces événements auront lieu. Au Gabon, ce n'est pas connu. Donc, Monsieur Nanga, les 4 acteurs avec lesquels vous avez, les 3 autres acteurs avec lesquels vous avez fait la sortie, la conférence, vous êtes un groupe ou bien vous êtes des individualités? Non, nous avons expliqué. Vous savez, la nation, c'est comme la mer, c'est au-dessus de tout. Et lorsque la nation est en jeu, chacun de nous doit pouvoir laisser de côté ses intérêts personnels. Et nous nous sommes retrouvés, chacun ayant fait ce constat, pour dire, nous gardons nos individualités, nous gardons chacun nos spécificités, nous gardons nos divergences, nous gardons nos désaccords. Mais le temps de cette action collective, la nécessité de cette action collective doit nous permettre de surmonter tout cela pour nous retrouver et faire en sorte, dans la mesure du possible, d'influencer le processus en cours afin qu'il reparte sur de nouvelles bases. Nous ne demandons ni d'arrêter le processus, ni de le changer. Nous demandons simplement de rectifier la trajectoire parce que c'est dans laquelle ce processus est engagé nous conduira indiscutablement vers des lendemains qui ne changent pas. Vous voulez rectifier la trajectoire au bénéfice du peuple ou contre les militaires? Mais pas du tout. Ce n'est pas une démarche contre les militaires. Et là, il faut être clair. La démarche n'est pas contre les militaires. La démarche, c'est de dire aux militaires, vous avez accompli un acte de bravoure. C'est certain. Quelle que soit l'interprétation subjective que l'on peut avoir, cet acte a été un acte de bravoure. Maintenant, le contexte dans lequel vous avez accompli cet acte vous oblige. Et il faut aujourd'hui rester dans ces obligations. L'obligation, c'est quoi? C'est d'organiser, de conduire ce processus de manière inclusive. L'inclusivité veut dire aussi bien ceux qui sont en accord avec ce que vous faites que ceux qui sont en désaccord. Vous devez prendre en compte les préoccupations de tout le monde. Et ne dites pas qu'à l'époque du PDG, ça ne se faisait pas, parce que c'est justement parce que ça ne se faisait pas que vous avez commis un acte anticonstitutionnel, le plus grave qui existe dans un État, c'est le coup d'État. Mais il est compris en raison de la situation antérieure qui n'était plus bonne. C'est en cela que vous avez une légitimité morale. Vous n'avez pas de légitimité populaire, légale. Votre légitimité, c'est parce que vous avez accompli cet acte, on va dire, pour, comme vous l'avez dit, sauver la nation. Et ce n'est pas comme vous l'avez dit, c'est le cas. Maintenant, ne reproduisez pas les erreurs qui vous ont amené à faire ce constat. Or, nous constatons que votre façon de faire aujourd'hui est en train de reproduire les erreurs que nous avons commises dans le passé. Et donc, nous vous alertons parce que nous avons l'expérience de la situation. Nous sommes bien placés pour vous dire que les erreurs que vous commettez maintenant, c'est les mêmes erreurs que nous avons commises. Et vous commettez même des erreurs qui sont pires que celles que nous avons commises. Et puisque nous avons commis ces erreurs et qu'elles nous ont amenés dans le chemin où nous sommes retrouvés au 30 août, ne les commettez pas. Sinon, fatalement, nous nous retrouverons dans la même situation qu'au 30 août. Voilà ce que nous disons aux militaires. Donc, nous ne sommes pas en train de contester. Non, nous sommes en train plutôt de les aider à réorienter cette transition pour le bien-être des Gabonais. Parce que si la situation devient difficile dans ce pays, c'est tout le monde qui trinquera. C'est ni les militaires, ni Ali Akbar Onanga-Obege, ni Bili Bizé, ni Ondosa, ni Magamou Savou. Ce n'est pas nous seuls. Ce sera tout le peuple. Et vous voyez certains signaux qui arrivent. C'est le peuple qui en souffre. Si le Gabon croule sous des sanctions internationales, il faut savoir que les services publics seront à l'arrêt. Ces services publics, ils sont au bénéfice des populations. Pas de moi, pas de ma famille, pas de mes amis. C'est toutes les populations. Or, si les militaires insistent dans la direction d'aujourd'hui, fatalement, nous allons vers ces sanctions. Et fatalement, le peuple en subira. Voilà en quoi nous sommes les Cassandres aujourd'hui de la situation de la transition au Gabon. Entendez-vous élargir le cadre de votre initiative? Écoutez, l'élargissement du cadre ne dépend pas de nous. Nous avons lancé l'appel et nous avons dit que c'est ouvert. Nous ne faisons pas une coalition. Nous alertons et que cette alerte soit reprise par tous les Gabonais, chacun dans son style, dans sa manière de faire, dans sa méthode, peu importe. Le plus important, c'est que les Gabonais se réveillent
et que ces alertes soient lancées par un plus grand nombre afin que les autorités qui conduisent la transition entendent ces alertes et puissent rectifier le tir dans la conduite de la transition. Merci. Merci, Mosla, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici votre horoscope. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.